Quoi ne pas faire sur son master quand on mixe? Faut-il traiter sa piste master quand on mixe? Vous allez trouver des gens qui vont vous dire il faut rien faire sur le master, d'autres vont dire au contraire, il y a des super tricks à faire, il y a des super chaînes master à avoir. Quelle est la vérité dans tout ça? Est-ce que vous devez vous personnellement traiter votre master quand vous mixez tout simplement? On va vraiment essayer de parler de tout l'ensemble pour que vous ayez vraiment le pour, le contre et que vous puissiez vous-même faire vos propres choix dans vos mixages, dans vos contextes et de ce fait, suivant aussi votre niveau, parce que ça va beaucoup dépendre de ça, et ben vous pourrez donc en tirer les meilleurs résultats. Et on va aussi surtout parler de tout ce qu'il ne faut pas faire avec son master quand on mixe. Avant qu'on parle de tout ça, si vous voulez suivre des mails quasi quotidiens où je vous donne de vrais tips and tricks que je donne que sur ces mails, qui sont vraiment exclusifs et c'est tous les jours des mails différents. Et en plus, vous recevrez en bonus 300 presets sérum haut de gamme et une formation 100% gratuite. Vous pouvez vous inscrire à ma mailing list, c'est tout là en dessous. Alors le traitement de la piste master, c'est un gros topic parce qu'on voit plein de trucs là-dessus sur internet. On voit beaucoup de conneries aussi, des chaînes master toutes faites. On voit aussi tout un espèce de brouhaha de mauvaises informations comme ça. Donc je pense que cette vidéo, elle est utile justement pour trier tout ça, pour vous aider à y voir plus clair. Et le premier truc qu'il faut que vous compreniez vraiment, c'est que traiter sa chaîne master, ça va vraiment dépendre de votre niveau. Vraiment, pour donner les meilleurs conseils, si vous êtes débutant, je vous conseillerais de pas trop traiter votre master au début et de vraiment apprendre à faire tenir des mix sans une chaîne master. Et quand je parle de chaîne master, attention, comprenez-moi bien, on parle pas de mastering là, on parle vraiment de mixage. Traiter sa piste master, c'est du mixage les gars. Ça c'est aussi un autre truc qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il y a des mecs qui vont dire non, traiter une piste master, c'est pour le mastering. Non, ça n'a rien à voir. On peut mixer dans du process, c'est du mixage. On mixe dans un process, on traite son master. Ok? Donc si vous êtes débutant, évitez de commencer par ça. C'est-à-dire apprenez d'abord à faire tenir des mix de manière standard, on va dire, sans vous reposer sur un gros lourd traitement sur le master. Pourquoi? Parce que c'est deux manières d'approcher un mix différent. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Enfin, perso, moi je préfère, on va en parler après, je vais vous donner vraiment moi ce que je préfère faire et pourquoi. Mais il y a plusieurs manières d'attaquer un mix. La première étant de faire un mix par le bas, comme on dit. C'est-à-dire qu'on mixe avec nos pistes individuelles, nos bus, etc. Et on fait tenir le mix en fait sans process global ou très peu de process global. Je vous conseille vraiment, pour les plus débutants, d'apprendre d'abord à faire ça. Parce que c'est une école, et ensuite, une fois que vous avez cette expertise, ou en tout cas un minimum, une fois que vous êtes plus ou moins, on va dire, capable de faire tenir des mix de cette manière-là, commencez à expérimenter avec du traitement master. Pour les un peu plus avancés, vous pouvez déjà commencer à faire ce qu'on appelle une approche top-down mixage, top-down mixing. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, je vous schématise, c'est le fait d'attaquer un mix par le haut. Et quand on parle par le haut, on parle de structure de routing. On va attaquer un mix par d'abord le master, ensuite les bus, ensuite les pistes individuelles si besoin. Ok. Une autre petite précision, quand je parle d'attaquer un mix par le bas, de mixer avec vos pistes individuelles, ça ne veut pas dire absolument que vous devez tout process par défaut de chaque piste, etc. Ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes sur le sujet il n'y a pas longtemps, je vous laisse checker sur le channel. Mixer, c'est aussi savoir quoi ne pas faire et quoi ne pas toucher. Vous n'êtes absolument pas obligé, vous ne devez la plupart du temps pas tout traiter. Ça, c'est une énorme erreur de débutant. Foutre des écus, des machins, des trucs partout par défaut sans réfléchir, c'est une énorme connerie. C'est au début qu'on fait ça. Un mixage, c'est pas ça. Donc faites bien gaffe à ça et j'essaie vraiment de mettre un maximum de contexte dans ce que je dis parce que c'est très compliqué. Chaque mix est différent, chaque contexte est différent. Donc faut-il mixer avec des traitements sur le master? On va parler pour faire simple, oui, à un certain niveau, à partir d'un certain niveau, on mixe avec du traitement sur le master. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que ça nous permet d'obtenir, alors de nouveau je vous schématise un petit peu le truc, je résume un petit peu les choses, mais dans l'idée, pourquoi on mixe avec du traitement sur notre master? Parce que ça nous permet d'arriver plus rapidement en fait au résultat qu'on veut arriver. Ça c'est la première chose. Exemple simple, le mix est globalement trop mat. Au lieu de se faire chier, aller sur des pistes individuelles, des bus, des machins, on met un EQ sur le master, on ouvre un petit peu les aigus, c'est réglé. Ok, ça va plus vite, on obtient plus rapidement le résultat. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, le plus on bosse vite, le plus on garde le recul sur ce qu'on fait, meilleur est le résultat. Donc voilà pour une des raisons pourquoi on mixe avec du traitement sur le master. L'autre raison aussi, c'est qu'il y a des résultats, il y a des traitements qu'on peut obtenir via le master qui ne s'obtiennent aucunement d'autre façon sous les. Il n'y a aucune autre manière d'obtenir ce même son. En fait, tous les traitements
qu'on appelle non linéaires, donc c'est-à-dire compression, limiting, clipping, saturation, tout ce qui génère d'une manière ou d'une autre des harmoniques et qui touche aussi en quelque sorte à la dynamique. Donc allez checker non-linéarité, ce que ça veut dire, on va pas parler de ça maintenant, ce serait trop long, mais dans l'idée, tout ce qui est non linéaire sur le master, ça n'aura pas du tout le même résultat que si on traite toutes les pistes individuelles. Je vous donne un exemple simple. Compresser le master, donc l'ensemble des pistes qui va dedans, on compresse ça d'une traite, n'aura jamais le même son que de compresser toutes vos pistes individuellement, ou même voir tous vos bus individuellement. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien comprendre ça, c'est deux résultats différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est deux choses différentes. Mais quand on compresse justement un master spécifiquement et qu'on mixe dedans encore plus, on obtient une certaine sonorité, on obtient une certaine glu qu'on ne peut pas obtenir autrement en fait, tout simplement. Ou alors qui est beaucoup plus compliqué et plus long et avec un processus beaucoup plus complexe à obtenir. Parce que c'est possible d'obtenir de la glu suivant comment on mixe avec des pistes individuelles. Bien sûr, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus chiant et beaucoup plus long surtout. Donc en fait, il faut toujours se dire, moi je suis un grand partisan de se simplifier la vie. Il faut arrêter de se faire chier dans la vie. La vie est trop courte. Et un mix, en réalité, le plus c'est simple, le mieux c'est. Parce que de nouveau, le plus on a le recul sur ce qu'on fait, le plus on a ce que j'appelle la big picture, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le projet dans son ensemble, et le meilleur seront les décisions qu'on va prendre. Donc tout ce qui est simplification d'une session de mix, moi je suis ultra partisan. Ça peut être aussi regrouper des pistes, hein. Si des fois on a 14 pistes qui font un seul et même son, genre layer, etc. Ça sert à rien d'avoir toutes les pistes dans l'idée, autant avoir le son global, pour autant que en termes de sound design ce soit ok, on est bien d'accord, mais je veux dire quand on en est au fait de mixer, c'est plus faire vraiment du sound design, c'est juste avoir des trucs en contexte de mix, on peut simplifier les choses. Et le traitement sur le master c'est la même chose, ça simplifie, ça permet d'aller plus vite, ça permet d'aller très rapidement là où on veut aller, d'obtenir très rapidement des résultats, et voilà pourquoi on le fait. Et après c'est aussi une question de workflow, d'habitude, parce que on prend des habitudes, on sait qu'on peut obtenir certains sons en faisant certains traitements sur le master et en mixant dedans, et on va travailler de cette manière-là. Encore une fois, ça vient avec l'expérience en fait, très concrètement. C'est-à-dire que le plus vous allez mixer, le plus vous allez pouvoir tester des choses sur votre master, mixer dans du process, et le plus vous serez capable de prédire le résultat sonore que vous allez en retirer, et de ce fait, trouver votre workflow de cette manière-là. Donc pour répondre à la question simplement, faut-il traiter sa piste master quand on mixe ou pas, la réponse c'est oui et non. Il n'y a absolument pas de juste, de faux, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Ce qu'il faut dire concrètement, c'est que le plus vous montez en niveau en termes d'expertise, le plus généralement on va quand même faire du top-down mixing, c'est-à-dire mixer par le haut, parce que quand à un moment professionnellement on fait ça toute la journée dans un studio, on doit être rapide, on doit avoir un certain rendement, donc on va naturellement aller vers des manières de travailler qui sont plus rapides. Et de toute façon, voilà, comme j'ai dit encore une fois, moi je suis vraiment un grand partisan de la rapidité. Le plus on travaille vite, le mieux on travaille globalement. Donc maintenant qu'on a dégrossi tout ça, on peut commencer à parler de ce qu'il faut absolument pas faire, les erreurs vraiment à éviter avec les traitements master, les trucs les plus courants, les pièges, etc. Le premier, c'est, je pense, le limiteur. On peut parler de ça, mixer dans un limiteur. Autant si on sait ce qu'on fait, ça peut être super. Autant, je vois vraiment trop de personnes faire n'importe quoi, être à des taux de réduction de chevaux dans les limiteurs pendant qu'ils mixent, etc. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce qu'un limiteur, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est, on va dire, une forme de compression extrême, d'accord? C'est quelque chose qui va vous aider à obtenir, ça c'est vrai, de la glu, c'est sûr que c'est un super tool pour ça. Les limiteurs, en réalité, sont pas vraiment bons pour retenir le punch. Par contre, ils amènent vraiment ce côté lisse, glu. C'est utile, si vous voulez, par exemple, typiquement, mixer dans un limiteur 1 ou 2 dB de réduction, si on contrôle bien ces transients avant, si on contrôle bien tout ce qui arrive dans la chaîne master pour avoir un limiting qui est régulier. Typiquement, ce qu'on veut éviter à tout prix avec un limiteur sur le master, c'est un limiting qui est irrégulier. Genre tout d'un coup, il y a un pic qui le fait limiter plus qu'avant, etc., qui limite de manière irrégulière. Ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc si on fait bien les choses, si on mixe dedans dès le début et qu'on contrôle vraiment ce qui se passe en termes de niveau pic, de dynamique, et qu'on a la maîtrise là-dessus, et qu'on se sert d'un limiteur pour obtenir ce petit effet patine et glu, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de mixer dans un limiteur. Il y a énormément de mixeurs qui font ça. Fin de chaîne, ils ont un limiteur qui tasse un petit peu, qui justement glue un petit peu le mix. Autant c'est ok de faire ça, mais donc ça nécessite des compétences, ça nécessite tout plein de skills en fait techniques, dont maîtrise des transients, etc. Et tout ça, ça passe par toutes des process avant, sur les pistes individuelles, sur les bus, etc. C'est toute une hiérarchie de traitement, si vous voulez. Ça va demander une certaine maîtrise technique de bien le faire. Donc c'est ok.
si vous savez ce que vous faites. Aucun souci. Maintenant, si vous ne savez pas ce que vous faites, que vous mixez, puis que votre limiteur, il attrape tout et n'importe comment de manière irrégulière, et puis qu'au final, certes, votre mix se tient dans votre limiteur, on est d'accord, dès que vous allez mettre un élément trop fort, le limiteur, il va limiter plus, donc quelque part, il tient la balance, le limiteur. Mais en réalité, vu que vous limitez beaucoup, vous avez un son totalement écrasé, vous sonnez flat, vous sonnez smash, comme on dit, c'est un truc super classique. Alors certes, vous sonnez fort, mais vous sonnez pas bien, vous n'avez pas de punch, vous n'avez pas de profondeur, parce que vous perdez aussi toute notion de profondeur en faisant ce genre de conneries. Et le problème, c'est que votre limiteur tient votre mix. Donc, si vous l'enlevez après coup, votre mix se pète la gueule. Donc, comme vous le voyez, mixer, savoir quoi faire sur son master, ça demande de l'expérience. Et j'ai mis au point une formation qui s'appelle Mixage Ultimate, où justement, je mets toute mon expérience, plus de 15 ans maintenant, près de 17 ans dans cette formation où je vous ai résumé, où je mets toutes les infos nécessaires pour apprendre ce qu'on appelle le top-down mixing avec une méthode que j'utilise qui s'appelle la méthode de l'ancrage, qui vous permet de faire des mix qui vont sonner juste, qui vont garder la vibe originale de vos morceaux, qui vous permettra d'aller droit au but, de vous concentrer sur l'essentiel sur votre musique. Si vraiment vous voulez vous former en profondeur là-dessus, cette formation, elle est faite pour vous. Pour ceux qui regardent cette vidéo le 6 mars, quand elle sort, il y a encore une offre de lancement sur ma formation, mais qui se termine demain. Donc les gars, si vous voulez profiter de ça, c'est maintenant qu'il faut y aller. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Une autre grosse erreur aussi, je pense, c'est quand on est trop débutant, c'est de trop s'appuyer sur un traitement master pour avoir un son. Autant qu'on est plus avancé, c'est pas du tout un souci. Je suis le premier à faire ça. Moi, je suis assez partisan de beaucoup process mon master, mais c'est un peu le même principe qu'avec le limiteur. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et quand on n'en est pas encore à ce stade d'avoir cette maîtrise-là, c'est peut-être mieux, justement, comme je vous disais au début, en fait, de plutôt vraiment essayer d'apprendre d'abord à faire des mix de manière simple par le bas, plutôt que de trop se reposer sur un process, sur un master. Ensuite, quoi ne pas faire sur un master? C'est tout simplement ne pas se servir du master. La piste master, c'est un gros truc, c'est pas interdit de s'en servir. C'est pas interdit de faire une automation sur le fader master. C'est pas interdit de faire une automation d'un filtre, par exemple, je sais pas, enlever le bas à un certain moment dans le mix sur le master. Même voir une reverb sur le master. Ça m'arrive de faire ça des fois. Ça dépend des styles de musique et je vais vous expliquer le contexte. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que la piste master, ce n'est pas une piste interdite. Il faut vraiment voir ça, simplement, c'est l'ensemble de votre mix. Et quand on mixe, souvent, on a besoin, encore une fois, pour des questions de workflow, ça peut être super pratique de pouvoir traiter l'ensemble d'une traite ou de faire une automation de l'ensemble, ne serait-ce que du gain, par exemple, c'est un truc classique, faire une automation de gain sur le master. On rajoute 1 ou 1 dB5 sur les chorus, ou on enlève 1 dB5 sur les couplets, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Faire des mouvements sur le master, c'est nécessaire en mixage. À un certain niveau, vous avez besoin de faire des choses de manière globale sur votre master, sur votre mix, et ces comptes sont privés. Ça, c'est une autre chose aussi, c'est que c'est pas interdit. Expérimentez avec ça. Encore une fois, référez-vous à la première chose dont je parlais dans cette vidéo, c'est-à-dire suivant votre niveau, bien entendu. Ayez quand même une bonne base en mixage avant de commencer à aller traiter sur le master. Pour la petite anecdote de la reverb sur le master, on est bien d'accord que c'est rare, c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps, mais ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, de faire des automations de reverb, donc en insert sur le master. Une petite reverb et par exemple, juste dans un build-up, c'est la musique électronique et tout, le contexte s'y prête, une légère automation sur le decay de la reverb et sur le dry wet un tout petit peu pour faire partir un tout petit peu l'ensemble comme ça dans une sorte de wash et faire revenir ça pour que le drop ait plus d'impact par exemple. C'est des utilisations super simples. Bien entendu, on peut faire ça sur des groupes aussi, des groupes par exemple qui prennent tous les drums, etc. C'est absolument pas interdit, le principe est le même. Mais sachez qu'il n'y a pas de règle. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez faire plein de choses sur une piste master par exemple, et c'est du mixage. Une autre chose aussi que je vois souvent les gens faire, c'est essayer de process leur master une fois que le mix est fait. Alors autant, pourquoi pas, si vous savez ce que vous faites, de nouveau, si vous arrivez à obtenir un certain résultat, ça peut très bien se faire. Mais quand on parle de mixer et de process son master en contexte de mixage, entre guillemets, on parle plutôt de mixer dans du process. Ça va plutôt se passer de la manière suivante. Je vous donne des exemples concrets. Vous attaquez un mix, vous commencez juste à faire une balance, ok? Une balance qui est plus ou moins correcte. Vous avez quelque chose qui se tient plus ou moins. À partir de ce moment-là, on peut commencer d'office à traiter, par exemple, à mettre un compresseur sur le master. On règle son compresseur, on voit comment il réagit, etc. Et là, ensuite, on continue le mix dans son compresseur. Ok, ça, c'est vraiment du mixage. On traite le master, mais on mixe dans un process et on se sert de ce process pour tenir le mix d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un compresseur, ça peut être un petit peu de satu, ça peut être une émulation de tape qui fait à moitié comp, à moitié satu. Par exemple, peu importe, vous avez le principe. Un EQ aussi, pourquoi pas. Ça, c'est du mixage. Et en fait, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'au début, on monte un premier process, on commence un peu à mixer dedans, puis arrivé peut-être à un certain moment, on se dit, ok, bon, le compresseur va bien, ça glue un peu, mais il manque un truc, il manque un tout petit peu de basse, un petit peu de sub. Bon, peut-être je mets un EQ après le comp sur mon master.
un petit lift dans les basses, ça fait le job. Ok, je récupère les basses comme j'ai envie. Je continue mon mix. Après coup, peut-être, bon, il manque un poil de mids. Bah, je vais peut-être faire un léger boost dans les mids sur mon master. Ou autre cas de figure, au bout d'un certain moment, je me rends compte que c'est un poil à graisse, peut-être vers les 4K. Globalement, en fait, quand j'écoute le track, je regarde, peut-être je peux faire un léger cut sur le master vers les 4K, mais très léger. Et ça règle le problème. Bien sûr, une autre solution, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui fait que c'est un petit peu à graisse à cette zone-là et d'aller sur la piste individuelle. Les deux seraient possibles. On est bien d'accord. Après, c'est une question de préférence, de workflow et de gain de temps. Il y a aussi des cas où, en fait, je vous reprends l'exemple où c'est un petit peu agresse vers les 4K sur votre master. Globalement, quand on écoute le mix, il n'y a rien qui en soi est agresse. C'est-à-dire, tous les éléments sont bien, mais c'est l'accumulation de plusieurs éléments qui fait que ça build up un petit peu comme ça. Ça se surcharge un petit peu dans une région. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est les 4K. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est juste d'aller sur le master, de légèrement creuser les 4K. Parce que sinon, il faudra aller sur tous vos éléments, un à un, ou alors les grouper. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le résultat, dans l'idée, c'est la même. Par exemple, avec un EQ. Pour autant que ce soit un EQ linéaire, encore une fois, genre un Pro Q. Dès le moment où c'est un EQ qui simule un truc analogue, donc qui simule des saturations et compagnie, là, pour le coup, le résultat n'est plus le même, encore une fois. Donc, c'est deux choses différentes. Tenez vraiment compte de ça. C'est que le process non linéaire, quel qu'il soit, le résultat ne sera pas la même chose sur le master que de le faire en individuel. Au contraire, un process non linéaire, genre un Pro Q, ça ne change rien. Là, pour le coup, vous pouvez faire un petit peu un move d'EQ sur toutes les pistes, appliquer le même, ou le faire sur le master, le résultat est strictement identique, d'accord? C'est vraiment une manière d'interagir qui est différente. Sans parler du workflow aussi, C'est-à-dire que si vous avez votre comp sur le master, vous allez faire un EQ sur vos pistes individuelles, vous équalisez ce qui rentre dans la compression sur le master, alors que si vous le faites sur l'EQ après la compression sur le master, c'est pas le même résultat. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, on a un process non linéaire. C'est un peu plus complexe qu'on s'imagine, en fait, en termes de résultats. Dans les grandes lignes, quand on mixe, on réfléchit pas fatalement comme ça. Enfin, oui et non, on doit connaître son signal flow, on doit connaître ce qui fait réagir quoi, mais dans l'idée, on va aller généralement au move le plus simple et le plus rapide. Autre cas de figure, on écoute, on sent que la snare elle a un peu trop de bas mids. Bien entendu, si tout de suite on entend que c'est la snare qui a trop de bas mids et pas le reste, on va aller sur la snare faire le traitement et non pas sur le master. On est bien d'accord. Il n'y a pas de règle, mais c'est un peu du bon sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent de mixer dans du process et de petit à petit process son master et de mixer dedans et de faire des allers-retours finalement entre le mix process master, le mix process master et on monte comme ça. Mais ça reste du mixage que de faire tout ça, tout un mix quel qu'il soit et après coup de se dire ok, maintenant j'essaye de traiter mon master et j'essaye de compresser, j'essaye de machin. Si vous faites ça, en fait ça peut s'apparenter à du mastering finalement. Et ça va être souvent un peu contre-productif parce que quand vous venez de finir un mix, vous avez généralement plus trop de recul sur ce que vous avez fait, ou en tout cas moins qu'au début, et vous allez d'office essayer de traiter ce que vous avez mixé. Généralement, quand vous faites ça, ça va vous faire des allers-retours, typiquement avec tout ce qui est compression, etc. Vous allez essayer de compresser, puis vous allez dire je perds un peu de ci, je perds un peu de ça, je vais retoucher mon mix, ok, puis du coup vous allez refaire des allers-retours. En fait, c'est contre-productif parce que vous avez déjà travaillé, vous avez eu un résultat, et vous allez essayer de le process. C'est généralement pas ouf de le faire comme ça, encore une fois, sauf si vous êtes un peu plus, pour le coup là, vraiment avancé, vous savez ce que vous faites. Si en gros vous avez des skills pour vraiment traiter un master en mode mastering, comme si c'était un master qu'on vous envoyait ou c'était pas vous qui l'avez mixé, c'est autre chose. Bien entendu, on peut faire des super trucs. Mais encore une fois, si vous mixez et vous faites votre master, il n'y a aucune raison de pas monter votre chaîne master légèrement à 3/4 en même temps que le mix pour justement adapter le mixage parfaitement à votre chaîne master. Et il y en a certainement qui vont se dire ouais, mais Igor, tu viens de nous dire que process et mixer dedans c'est du mixage et de process après le mix c'est du mastering. On est bien d'accord. Et en réalité, quand vous mixez vous-même, si vous faites vous-même le mixage, vous-même le mastering, il n'y a pas à proprement dit de mastering. Ça, c'est vraiment du bullshit. En vrai, si vous voulez vraiment le faire bien, vous faites un peu tout en même temps. C'est vraiment la manière optimale de le faire. Ne me sortez pas des exemples. Oui, tel gars dit qu'il faut mixer, ensuite master. J'en ai rien à branler. Je peux vous le dire concrètement d'après mon expérience. J'ai fait toutes les manières possibles et imaginables. C'est-à-dire que mixer, que faire le master, mixer, etc. Tout ça, j'ai tout fait de long en large et je peux vous garantir, en tout cas que moi personnellement, j'obtiens de bien meilleurs résultats si je commence ma chaîne master, je mixe dedans à mi-chemin et ensuite je fais des allers-retours entre mon master, mon mix, mon master, mon mix jusqu'à compléter comme ça le mixage et après coup peut-être un ou deux process post-mixage mais qui sont généralement très petits, c'est des tout petits moves de rien du tout et globalement en fait mon mix quand je l'ai fini c'est le master final à tous les niveaux. Loudness, tout ce que vous voulez.
tout est optimisé comme je le veux. Et ça, c'est une manière de bosser, c'est quand on fait tout soi-même. Après, il y a des cas de figure où peut-être il y a un gars qui fait un mastering derrière. Quand c'est le cas, je fais la même chose, je vous mens pas. Je vais faire un mix comme je l'entends, c'est-à-dire je vais mixer dans ma chaîne master, mais en plus je mixe beaucoup avec des chaînes master analogues, etc. Donc je mixe dedans, ça fait partie de mon son, ça fait partie de mon workflow. Et après coup, en fait, le mec qui est derrière au mastering, bah, il a le truc fini. Et après, s'il estime qu'il a besoin de faire un truc, il va faire un truc. Mais dans l'idée, il y aura rien à faire. C'est ça le but, en fait. Et ça, c'est une approche. Moi, c'est mon approche, mais c'est aussi celle de plein de mastering et mixing engineers. Bien entendu, là, on parle d'un niveau avancé, on parle de beaucoup d'expérience, donc c'est pas forcément ce qu'il faut essayer de faire dès le début, et ça, je tiens bien à le préciser, parce que ça pourrait être contre-productif si vous n'avez pas ce qu'il faut niveau skills techniques, si vous n'avez pas ce qu'il faut niveau expérience. C'est quelque chose qui s'acquiert petit à petit, après de nombreuses années, on peut dire vraiment, et surtout en essayant plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire dans tous les sens, hein. J'ai essayé de mixer par le bas, de rien toucher sur le master au max, de mixer par le haut, top-down mixing, de faire un mastering après coup, de le faire en même temps, etc., de séparer les sessions ou pas. Au final, moi, ce qui me donne le meilleur résultat, c'est de tout faire en même temps dans la même session. Mais ça m'a mis, bien entendu, des années à y arriver. Et c'est comme je viens de le dire, je le répète encore, c'est important, je ne conseille pas ça forcément à tout le monde dès le début sur votre niveau, quoi. Donc voilà, pour résumer, si vous êtes débutant, concentrez-vous sur apprendre vraiment bien ce qu'est le mixage. Encore une fois, si vous voulez vraiment vous former en profondeur, gagner un temps inouï, je vous mets les liens de ma formation mixage Ultimate dans la description et en commentaire. Et ensuite, commencez à vous familiariser à mixer dans un traitement, peut-être d'abord un compresseur, et gentiment à essayer des choses comme ça. Vous devez vous-même faire votre expérience, vous-même trouver ce qui marche pour vous aussi, parce que mixer, c'est aussi un workflow, c'est aussi un choix artistique, c'est différent pour chacun, il n'y a pas une seule formule qui fonctionne. Faites-vous de l'expérience là autour, vous allez voir que petit à petit, vous pourrez upgrade comme ça le traitement master de plus en plus. Mais le plus important vraiment les amis, il n'y a pas de règle unique, il n'y a pas de juste ou de faux. Vous pouvez faire les deux. Tenez bien compte de ça. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous voulez soutenir le channel et ces vidéos que je vous fais gratuitement, 2 fois par semaine depuis maintenant des années, vous pouvez déjà faire une chose, c'est liker les vidéos, laisser un petit commentaire pour le référencement. Ça vous coûte que dalle, à part 2 secondes de votre vie, et ça aide énormément. Les gens, c'était Igor Cholet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.